Dans ce troisième volet de ma série Tendance 2023, nous allons tenter de vous dévoiler les prédictions à venir dans la filière brassicole sur 4 axes différents: produits, emballage, localité et identité de marque. Accompagné d'Alexandre Lecard, animateur du podcast Siroton Le Houblon et également chargé marketing et achat bière chez VNB, nous vous avons concocté un épisode exclusif et passionnant qu'on pourrait renommer Siroton la potion. Au programme dans cet épisode, la supply chain face à la crise actuelle, les bières sans alcool et micro-beers, la cohabitation des formats canettes et bouteilles en verre, la premiumisation des rayons boissons en GMS, un naming de produits de plus en plus craft, hazy, juicy, milkshake, DDH, l'explosion des brewpubs et les brasseries du futur. Bref, une conversation riche en malt et en houblon. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leurs projets de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, 2 solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Salut Alex. Salut Ludo. Bah, très content de t'avoir dans mon podcast parce que toi, tu as ton podcast, mais ça fait du bien d'interviewer des personnes similaires avec les mêmes centres d'intérêt et les mêmes passions. Et un petit peu geek aussi, je suppose, Ouais. en behind the scene. Mais... Et bah ouais. Merci beaucoup pour l'invitation, hein. Ça fait longtemps qu'on échange et je suis aussi auditeur de différents de tes podcasts et bah, ça fait plaisir d'être là. Eh bah cool. Bah, on va commencer par te présenter à nos Ouais. auditeurs s'ils ne savent pas qui tu es. Est-ce que tu peux en dire 2 mots sur toi? Ouais, bah, du coup, comme tu l'as dit, Alexandre, qu'on me connaît plus sous le pseudo Siroton le Houblon. J'ai lancé, un compte Instagram, dédié à la bière il y a un peu plus de 4 ans de ça et par la suite, c'est devenu aussi un blog et un podcast qui est maintenant, on va dire, mon activité principale sur cette, partie, on va dire loisir et Ouais. à côté de ça, je suis aussi, professionnel du milieu de la bière puisque je suis acheteur et chargé de marketing spécialisé dans les bières craft, pour la centrale d'achat de VNB. OK, parfait. Et ouais, quand on s'était eu, la dernière fois, il y a peut-être à peu près 1 an, tu avais un autre job et du coup, tu Ouais, avais c'était il y a un qui peu plus d'1 an en effet. Ça ouais, fait un peu plus d'un ça fait un ouais, 1 an et demi que je suis chez VNB, OK. mais c'est vrai qu'avant ça, j'étais déjà acheteur, mais pas du tout dans le domaine de la bière. Mmh. C'est une volonté de ma part de travailler dans la bière et c'est vrai que j'ai eu cette opportunité de pouvoir allier mes compétences pro et ma passion donc ouais, j'ai C'est saisi top. l'occasion. Ouais. Et est-ce que pour le recrutement, ça a aidé que tu aies un podcast, hyper connu dans le milieu? Bah, mine de rien, je pense que oui. Je Ouais. j'ai pas tous les dessous du recrutement, mais ouais, je pense que ça a aidé. En tout cas, pas forcément que le podcast soit réputé, mais ça a probablement crédibilisé ma candidature et ouais, mon expertise de la bière. Mmh. Et du coup, VNB, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur ce que c'est? Ça traite de vin et de bière? Il y a aussi le côté vin, du Ouais. coup? Ouais, VNB, c'est en effet pour vin et bière. Alors à la base, c'est, une entreprise qui existe depuis, une bonne vingtaine d'années, depuis 21 ans exactement OK. et le concept, c'est d'avoir une franchise de, magasins qui font à la fois bar, moitié cave, avec un format bar un peu after work, donc ça ferme vers 20:00, 21:00, c'est pas des bars de nuit Mmh. et sur la partie, cave, en effet, à la base, c'est né de l'union de 2 personnes qui avaient d'un côté une cave à bière et de l'autre côté une cave à vin, donc de faire un espace commun bière et vin. Après, depuis, ça a aussi, énormément développé la branche spiritueux, qui d'ailleurs marche très fort et voilà, qui commence à faire parler d'elle, donc VNB commence à être reconnu pour ses spiritueux, même si c'est pas dans le nom de l'enseigne D'accord, et OK. et voilà et depuis quelques années, il y a aussi eu ce tournant de la craft qui a été pris par VNB pour rester, bah, toujours dans la course au niveau des tendances bières. D'où mon arrivée pour pouvoir suivre, bah, justement ces tendances et toujours proposer en centrale d'achat des nouveautés. Sachant que, ouais, VNB maintenant, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est plus de 250 magasins en France. OK.
250 magasins en France, dont un à La Réunion, un en Corse, et il y en a même un qui est ouvert au Royaume-Uni. Et là, pour resituer, à nos auditeurs, tu es situé où toi? Alors moi, je suis situé près d'Angers et la centrale d'achat de VNB, elle est, en Mayenne, à Château-Gontier, donc sud de la Mayenne, à mi-chemin entre, Angers et Laval, D'accord. Rennes, Nantes, voilà, à peu près, au cœur de tout ça. OK, parfait. Alors toi qui as une bonne vision globale du fonctionnement de la supply chain, est-ce que Ouais. tu as des remarques, des craintes face à la crise actuelle? Est-ce que tu penses que ça va plutôt favoriser des nouvelles méthodes de gestion et de management ou plutôt générer une récession, une hausse des coûts et des difficultés majeures? En fait, c'est encore assez compliqué de voir où on va, c'est assez flou et on sait pas pour combien de temps on va en avoir dans cette crise. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, on prend assez, dans les dents, toutes les hausses, aussi bien d'énergie que de matières sèches, matières premières. Mmh. Donc, chacun fait son maximum aussi pour essayer d'encaisser. Certaines brasseries avaient plus de marge de manœuvre que d'autres. Quoi qu'il arrive, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on va vers plutôt des hausses. Après, sur le marché à milieu, à moyen long terme, je pense qu'on peut, craindre, en tout cas, voir quelques bouleversements et changements arriver, notamment dans la structuration des brasseries ou des différents acteurs. Mais ça reste pour moi à confirmer, mais ça m'étonnera pas qu'on aille vers des tendances soit de regroupement de plusieurs brasseries, comme ça se fait un peu déjà, Ouais. ou alors vraiment, des brasseries qui vont, vraiment de plus en plus se spécialiser sur des milieux de niche, pour garder une activité, qui tourne et moins prendre de risques à aller chercher, de nouvelles sources de revenus. Ouais, il y a pas mal de brasseries, ouais, qui sont liées pour créer, En un effet. un collectif, et j'ai vu aussi, des news qui ont été relayées, sur des nouvelles vagues de spiritueux aussi, hem, chez les dans les distilleries aussi, ça fonctionne comme ça. Donc, oui, peut-être qu'il va y avoir, de plus en plus de regroupements et puis, ouais, pour favoriser les coûts, les achats parce que il faut tout Bah, mine de rien, oui, mutualiser, en c'est fait, hein. ça se fait soit par, ouais, des regroupements, alors dans le milieu de la craft, ou on va dire de manière générale dans la bière artisanale, mais de microbrasserie. On a eu il y a quelques années l'entreprise New Beers qui s'est créée, qui regroupe, la brasserie Mélusine et Parisis Mmh. et qui a un peu fait parler parce que cette année, ils ont aussi fait l'acquisition de la brasserie Saint-Germain dans le Nord qui brasse la bière, la marque Page 24. Ouais. Donc du coup, on a vraiment 3 bassins différents. C'est des brasseries avec des ancrages très régionaux, avec Mélusine en Vendée, Parisis en Île-de-France et Page 24 dans le Nord. Et ouais, voilà, ce regroupement-là fait que toutes les brasseries gardent leur identité et leur régionalité, mais derrière, ça va pouvoir mutualiser en effet des achats sur, matières sèches, matières premières et probablement faire des économies d'échelle à ce niveau-là. Mmh. Je pense que, ouais, je parierais là-dessus sur le fait que ça va potentiellement devenir une tendance, pour tout ce qui est aussi, local parce qu'au final, on se regroupe, je pense, par localité, ça fait plus de sens et c'est le but, c'est le but aussi et moi ça me fait penser alors ça a une analogie, je sais pas si tout le monde va comprendre mais plus jeune j'écoutais, du néo metal, la Team Nowhere, Playmo, tout ça Mmh. et ça me fait penser justement à ce collectif comme un collectif de musique en fait où Ouais. ils pourraient tous se rassembler au sein de mêmes valeurs et de mêmes missions, de mêmes visions, avec chacun leur identité respective. Mais mine de rien, bah, cette Team Nowhere, elle avait une aura, elle avait son site internet, elle avait son propre Oui. regroupement et ils Oui, c'est vrai qu'on vendaient on aussi des les choses. connaissait en tant que collectif, donc pas que enfin, le public les connaissait en tant que collectif. C'était pas que, un intérêt pour eux Mmh, d'être en collectif, je sais pas, pour économiser sur des enregistrements, les labels et ouais. ainsi de suite. Là, il y avait vraiment un côté image auprès du public. Je sais pas si c'est une analogie qu'on pourra retrouver dans la bière, Ah, vu que c'est mais tous des fans peut-être. de métal, on sait jamais, mais en tout cas, dans le principe, tu vois? Le fait de créer un collectif, ou une asso ou tout ce qu'on veut, de la brander et de vendre cette marque, alors, en plus, à la place, je sais pas, en tout cas, peut-être y avoir une idée derrière, Mmh. je sais pas. Oui, ça peut aussi très bien, comme le font déjà quelques syndicats, le syndicat des brasseurs, des brasseries indépendantes ou ce Mmh. genre de choses. Peut-être aussi créer des collectifs par, affinité et par, on va dire, type de produit ou de public cible, aller créer des labels, de produits artisanaux, produits de qualité. Je pense qu'il y a aussi, quelque chose pour aller, mieux vendre et expliquer la craft au grand public, qui peut se passer via
via ces regroupements. Ouais, c'est intéressant et niveau négociation et relations fournisseurs, Ouais. je pense que tu connais pas mal ça. Est-ce qu'il y a des tendances de fond qui se dégagent aujourd'hui? Des bonnes pratiques à adopter ou des choses à totalement, bannir? Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors moi, j'ai un parcours aussi dans les achats qui est un peu atypique puisque j'ai pas eu de formation d'acheteur, à proprement parler en école. J'ai pas eu une formation scolaire. Je me suis fait sur le terrain, dans plusieurs expériences. Donc maintenant ça fait 7-8 ans que je pratique les achats. OK. Ouais, j'ai pas, on va dire, l'école, un peu l'ancienne école ou l'école, GMS, on fait des négos dans une salle sans fenêtre, avec, un commercial, sur une une chaise bancale ou un truc comme ça. Non, je pense que quoi qu'il arrive, les méthodes, modernes, plus sur du relationnel, du partenariat entre, un on va dire, on n'est même plus dans une relation, vendeur-acheteur. Pour moi, on est, une relation entre partenaires commerciaux pour le développement du produit. Je pense que c'est des méthodes qui sont beaucoup plus saines et pérennes sur le long terme. Après bon, le contexte actuel, est assez particulier et les inflations, je pense que qu'on ait une bonne relation ou pas, on va se les manger maintenant, il y Ouais. a le moyen de les faire passer, est-ce qu'il y a des leviers pour qu'elles soient moins fortes? Oui, il y en a, maintenant on va voir sur le moyen terme, si ça va durer. Je pense que là, la grosse partie de la crise, on a eu une grosse partie de la crise qui était, dans un premier temps sur les hausses de matières premières, et de matières sèches surtout, l'augmentation de l'alu, du verre, du papier, du carton. Clairement maintenant c'est la hausse de l'énergie, qui est très, très impactante. Heu, je pense que le milieu de la microbrasserie française est peut-être un peu moins impacté, dans le sens où, mine de rien, en France, on reste plutôt bien protégé au niveau de ces hausses d'énergie. Alors certes, on les prend, mais à côté de ça, nos voisins, allemands, belges, qui sont sur des productions macro beaucoup plus volumiques et eux ont moins de protection aussi, sur les hausses, de l'énergie. Eux, mangent beaucoup plus que nous et risquent d'avoir des hausses beaucoup plus importantes. Mmh. Ça peut aussi du coup réduire un peu l'écart entre les brasseries artisanales et les brasseries, on va dire de gros volume, heu, sur les rayonnages pour le client final. Et du coup, tu as un portefeuille client, toi, au sein de VNB, avec qui tu crées des relations et tu Ouais, bah, entretiens? grosso modo, c'est toutes les brasseries craft. C'est un peu mon terrain de jeu, mon bébé, donc j'ai un terrain de jeu qui est quand même assez particulier, hein. Tu négocies pas de la même manière avec, la Débauche ou Popin, que tu négocierais avec des grands groupes allemands ou belges. Ouais. Il y a pas les mêmes enjeux derrière évidemment et on n'a pas la même, je pense marge aussi de d'évolution derrière. Je pense qu'il y a beaucoup plus de marge avec la craft. VNB, je te disais, on est sur, plus de 250 magasins. Il y a des magasins qui sont ouverts depuis, de 15-20 ans, qui ont pas forcément encore tous fait le pas de la craft. Donc Ouais. on sait que même au sein du réseau VNB, on a encore, de l'évolution possible et aller chercher des volumes, ne serait-ce qu'en convainquant des magasins de se mettre à la craft. Et Heu, tu arrives à et dissocier un peu ton travail dans Siroton le Houblon et celui dans VNB, parce que le ouais. le fait que tes clients soient potentiellement, aussi des potes que tu interviewes, enfin, ça doit pas être évident forcément à gérer ça? C'est pas simple et heureusement que le milieu de la craft s'y prête mieux. Ouais, Je me vois mal aller faire des interviews avec, je sais pas, avec Paul Hanner ou avec, Brasserie du Boc ou du Buisson, ce genre de choses et le lendemain, me retrouver avec eux dans une salle de négo à parler, contrat cadre, remise de fin d'année, ce genre de choses. Ça ouais. serait beaucoup plus étrange. Encore une fois, le milieu de la craft est beaucoup plus, ouvert et s'y prête beaucoup mieux, mais c'est vrai que ça reste, un peu délicat et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mettre dans un cadre et clairement, j'essaie le plus possible de séparer les 2 activités, même si au final elles tournent autour d'un même univers et autour de mêmes acteurs, il faut que j'arrive à mettre une frontière en effet. Ouais, c'est clair. Alors, avant de continuer, on va passer au super quiz. Donc, Ouais, pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions, qui arrivent, en choisissant, pardon, une seule réponse. Tu prêt? ouais, prêt. Rédacteur ou podcasteur? Podcaster. Heineken ou Carlsberg? Ah, Carlsberg. Acide ou amer? Acide. Sour mangue passion ou stout noisette?
Stout Noisette. Néo-métal ou métal progressif? Progressif. Alors là, je vais te prendre à ton propre jeu parce que ça va être en fonction de ton concours que tu avais fait en 2021. Yes. Hopi Road ou Azimut? Au Pirode. Fauve ou Popin? Popin. Aérofab ou Iron? Iron. Effet papillon ou 90 BPM? Oula, très dur celui-là. Très dur. Allez, 90 BPM. Et pour finir, Piggy ou Ammonite? Ammonite. Ok, bah franchement, t'as pas trop hésité. Bravo. Il y a quelques choix un peu cornéliens, mais Ouais. ça, dans l'ensemble, j'ai réussi à m'en sortir. Parfait. Alors là, on va passer au sujet du jour, si je peux dire ça comme ça, qui va être un petit peu les prédictions, les Ouais. tendances qu'on va pouvoir voir apparaître dans la bière et dans la filière brassicole sur 2023 ou horizon 2025. J'ai scindé le podcast en différents focus. Un Ouais. focus produit, un focus emballage conditionnement, un focus société et brasserie locale et un focus plus identité de marque et com. Ok. Donc voilà. Pour commencer, focus produit. Alors moi de mon côté, ce que je peux voir en interviewant plein de gens et puis en regardant plein de blogs et voilà, c'est tout d'abord alors c'est plus une arrivée, mais en tout cas la croissance fulgurante des sans-alcool et Mhm. également ce truc des micro ou nano IPA, donc j'ai envie de dire les micro beers, je sais pas si ça Mhm. s'appelle comme ça, mais pour moi, premier focus produit, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors je te rejoins en effet, si on parle déjà du milieu du sans-alcool, c'est quelque chose qu'on a vu exploser, je pense, à toutes les échelles, que ça soit sur les brasseries, craft ou même hors brasserie, hein, dans le milieu du spiritueux, du vin, c'est des tendances qu'on voit partout. Ouais. Mais dans la bière, on l'a vu chez les crafts, mais on l'a aussi et surtout vu chez les indus, où maintenant tout le monde se doit d'avoir sa bière 0,0. Alors pour plein de raisons différentes, hein, les raisons de tendance, d'actualité, des raisons, commerciales, marketing et publicitaires, parce que ça nous permet de rentrer dans le cadre de la loi E20, ce genre de choses. Mais pour le coup, je pense que c'est une tendance de fond qui continue à croître et qu'on va continuer à avoir en 2023. Et c'est une tendance pour moi qui a été plutôt... où la bière Indus a été plus motrice que la craft. Là où on a vu la tendance inverse avec les IPA, où la craft a ramené l'IPA sur le devant de la Effectivement, ouais. scène et les Indus se le sont appropriés. Là, je pense que les Indus ont quand même beaucoup poussé sur le nolo et vont permettre en fait d'ouvrir un peu la voie aux brasseries craft. Alors pourquoi les brasseries Indus ont bien ouvert la voie? C'est parce que faire une bière sans alcool, c'est des process qui sont soit complexes, soit coûteux, qui sont pas forcément à l'échelle d'une brasserie craft faciles à mettre en place. Mm. Et c'est pour ça aussi que tu parlais des bières micro, des micro IPA par exemple à 1,5 degré, 1,7 degré, 1,8 degré. Ça, c'est plus facile à faire pour une brasserie craft, même si les différents acteurs du milieu, notamment les levuriers, arrivent maintenant à innover là-dessus et à proposer pour les brasseries craft des levures feignantes, comme on appelle ça, qui vont pouvoir dégager peu d'alcool en fermentation et faire des bières sans alcool ou avec peu d'alcool assez facilement, on va dire, par rapport à avant. Après, je pense que ces bières micro ont un intérêt et vont grandir auprès du public, ne serait-ce que parce que ça rentre dans cette tendance de consommer moins ou du moins fort. Ça, je pense qu'on est plus sur une tendance assez grand public quand même si ça va toucher la craft. Mm. Là où il y a un vrai intérêt, je pense, pour les brasseries craft, c'est quand même de se pencher sur le domaine du sans-alcool, et notamment du sans-alcool inférieur à 0,5, parce que en France, les bières en dessous de 0,5 rentrent dans la fiscalité à la TVA à 5,5 et pas à 20%. Et mine de rien, ça fait une belle différence sur ton prix de vente. Ouais. Et ça va leur permettre d'aller chatouiller des brasseries, alors peut-être pas des brasseries industrielles, mais on va dire les brasseries belges, on voit souvent des bouteilles entre 2,50 et 3 €. Je pense que c'est des domaines où les brasseries craft peuvent devenir un peu plus compétitives grâce à cette TVA à 5,5. J'avoue que ça ferait du bien Hem, ça, payer des canettes un peu Bah moins ouais. chères, en craft. Ouais, ça serait bien et plusieurs brasseries s'y mettent, enfin ou du moins tentent de s'y mettre. Après même en craft, j'avais l'exemple de la micro IPA chez la
brasserie Toussaint qui était, si je dis pas de bêtises, dans les 0,8% avant. Donc, considérée comme une bière sans alcool aux yeux de la loi pour l'appellation, mais pas fiscalement, parce qu'en Ouais. France, on aime bien faire les choses compliquées. Et il faut être en dessous d'un degré 2 pour s'appeler sans alcool. Par contre, si tu es au-dessus, entre 0,5 et 1 degré 2, tu as quand même une fiscalité à 20%. Ah, il faut être en Et dessous sur de 0,5 pour avoir une fiscalité à Ouais. 5. En gros, on a une loi française sur l'appellation qui est dans son jus depuis un petit bout de temps et qui dit en dessous de 1,2 degré, tu es une bière sans alcool. Mhm. Par contre, pour la fiscalité, on est aligné sur les lois européennes et du coup, c'est en dessous de 0,5% d'alcool que tu as la TVA réduite. Ok. Et donc, cette brasserie Toussaint, là, qui faisait sa micro IPA à 0,8, a fait sur ses derniers brassins une version en dessous de 0,5, ce qui lui permet de rentrer dans cette catégorie-là. Et au final, la différence, je pense, en production ne doit pas être si complexe que ça entre atteindre une bière à 0,8 et passer de ta bière de 0,8 à 0,5. Je pense qu'il n'y a pas un gros gap. Par contre, bah ouais, tu passes de 20% de TVA à 5,5, ce qui, sur le prix de vente consommateur, peut avoir un impact non négligeable. Ouais, donc c'est un impact sur le consommateur à plusieurs niveaux, quoi, dans le côté plus healthy et dans le Ouais, pricing aussi qui est super intéressant, surtout pour la craft qui est connue comme clairement. pour être chère. Et j'ai vu sur ton feed, tu avais goûté Athletic Brewing. Ouais. Alors ça donne quoi? Alors Athletic Brewing, ouais, qui est une brasserie, américaine qui est, maintenant importée un peu partout en Europe et qu'on commence à voir. Et j'avais goûté 2 bières de chez eux, une Golden Ale, donc plutôt une blonde, type pale ale assez classique, pas une pale ale moderne ou blonnée, mais une en Golden Ale, quoi, une blonde, Ok. et une IPA. Et j'ai trouvé ça très sympa, très bluffant. Honnêtement, la IPA sans alcool, sans avoir le feeling d'une vraie IPA, à l'aveugle, je t'aurais dit que c'était une session IPA dans les 3,5 degrés, 4,5 degrés. Donc vraiment étonné parce que, ils arrivaient à donner, pas mal de corps à la bière Mmh. et le houblon tenait bien dessus et tout. Ça Franchement, ressemblait un peu à c'était la bien fait. Brooklyn sans alcool aussi ou Je l'ai pas goûté ou tu l'as alors pas j'ai pas goûté celle-là? souvenir de l'avoir goûté donc je pourrais pas te donner de point de comparaison. Mais tu vois, pour avoir goûté quelques, sans alcool, un peu plus indus, de la Bavaria 00 IPA, je trouve ça vraiment ignoble à côté de ce que fait, Athletic. Alors après, Ok. niveau tarif, on n'est pas non plus sur la même chose, mais Athletic Brewing restait quand même, de mémoire, j'ai pas vu les prix en cave, mais sur leur site, très abordable pour de la craft. Mmh. Et de Bah, la craft maintenant qu'ils importée, d'autant plus, ont quoi. ouais, maintenant qu'il y a des parts de Dr Pepper chez, Athletic Brewing, à mon avis, ils vont Ah, continuer, tellement. ouais, ils ont investi, 50 millions là, dans Dr Pepper OK. chez Ah ouais, Athletic tu donc m'apprends quelque chose, donc oui, oui, ça risque de faire bouger pas mal de choses, hein. ouais et c'est toujours ouais, c'est cette ligne floue entre les frontières de ceux qui font pas d'alcool et qui se mettent à l'alcool et vice versa, le monde Ouais. devient un peu dingue à ce niveau-là. Ah là, Heu en l'occurrence, ils font pas d'alcool et ils investissent dans quelque chose qui n'en fait pas non plus, mais qui joue dans l'univers, en tout cas, de l'alcool. Mmh, ouais, c'est sûr. Et aussi dans le focus produit, tout ce qui Ouais. est cidre craft, c'est encore très petit, peut-être plus, petit en France qu'à l'étranger. Ouais. Est-ce que tu vois cette tendance du cidre un petit peu a amérisé, IPAisé, arriver doucement ou? Alors, le cidre, on va dire, avec une empreinte un peu bière, donc comme tu dis, avec soit une amertume, ce genre de choses, ça s'est expérimenté. Après, je le vois pas tant que ça. Par contre, en effet, la gamme de cidres, artisanaux un peu plus modernes ou de cider, se développe pas mal. En France, on a des marques comme, Happy, Topa ou Fils de Pomme, tu vois, qui sont assez génériques grand public et qui vont aller, jouer sur le segment du cidre ou du cider. Et on a même, pour rester un peu plus dans le domaine craft et bière, on a la brasserie, Prism qui fait aussi la brasserie qui fait les marques Prism et Vandal, qui a lancé sa marque de cider, qui s'appelle Polygone. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un recoupement entre ces univers. Après, je sais pas, ça reste un univers, j'ai du mal à cerner. Je Ouais, vois pareil. pas, en fait, les beer geeks comme étant des buveurs de cidre. Mmh. Je pense qu'il y a à recroiser en fait l'audience de la bière craft avec le cidre, même si c'est un cidre plus moderne et geek, je suis moins convaincu. Par contre, je pense que ça peut avoir son public auprès d'une audience, bah, justement plus grand public, en bar notamment. Je pense que consommation au bar, ça peut être quelque chose qui ferait une belle alternative aux bières et aux vins qu'on consomme Ouais, toi, beaucoup en tu le bar, quoi. mettrais un peu dans la section, hard seltzer et tout ce qui peut être pétillant et Ouais, tout à fait. alcoolisé, quoi. Mais pas forcément la bière,
en tant que tel ou, il y aura peut-être des cavistes Exactement. spécialisés cidre, hein, ça existe même peut-être déjà, je sais pas. Mais, Oui, certainement en Normandie ou en Bretagne. et tu me parlais en off de ce qui était, hydromel et mead. Alors mead, honnêtement, Ouais. je sais pas ce que c'est. Tu Alors, m'apprends un truc? mead, c'est juste, hydromel en anglais. OK. Tout simplement. Et en fait, c'est vrai que c'est une tendance qui se voit énormément aux États-Unis, Mmh. et pour le coup, qui a énormément de recoupement avec la communauté beer geek. C'est-à-dire que les beer geeks sont très consommateurs, les beer geeks américains, très consommateurs de mead. D'accord. Et quand on parle de mead à l'américaine, alors ça se voit aussi beaucoup dans les pays scandinaves, les pays nordiques, mais quand on parle de mead, on va dire craft et geek, on est plus sur des choses à la beer craft, quoi. Très riche, beaucoup de fruits. On n'est pas sur l'hydromel tel qu'on l'a en tête, l'hydromel médiéval au miel d'acacia ou je ne sais quoi. Mmh. Alors bien sûr, le miel reste une grande composante du produit. On est sur des produits qui souvent sont avec des taux d'alcool plus élevés, mais tu as des midris, du coup, comme ils appellent ça aux US, notamment comme Pips, Schrams ou ce genre de choses, qui font des bouteilles, je pense, des formats 37,5, et ça se vend 20, 30, $40 la bouteille. Et il y a un public derrière, c'est vraiment du produit premium. OK. Et ça, je pense qu'on va commencer à en voir arriver. En France, là, j'ai déjà 2 acteurs en tête. On a Bulle de Ruche d'un côté qui fait plus l'hydromel un peu, Premium? festif, bouteille champagne, tu vois? Un peu l'alternative aux bulles de fête, aux mousseux, Ouais. et qui fait ça justement plus sur des bases de, miel d'acacia, miel de différents miel de litchi, et j'ai trouvé ça très cool en effet. Et à côté de ça, il y a en plus craft, geek et plus petite échelle, il y a, Midgard qui, notamment a fait une collab avec 90 BPM et sort des miels, des hydromels typiquement, craft dans la conception. Par exemple, tu as si je dis pas de bêtises, tu as un mangue poivron et tu as un autre, cerise, alors c'est peut-être cerise poivron, tu vois? C'est ce genre d'association D'accord. Ah ouais. Donc qui c'est ouais, c'est qui des petites ouais. recettes culinaires qui peuvent, être assimilées au kombucha aussi au final, Ouais, clairement. Et là-dessus, ça peut aller ce qu'ils appellent les session mead, donc là, on est dans les 6 degrés, 7 degrés, ou vraiment à l'hydromel, pur et dur, là, où on va aller chercher dans les degrés d'alcool plutôt typés, 20, donc dans les 12-14. OK. Ça, alors, est-ce que ça serait une tendance en 2023? Je pense pas qu'on y soit si tôt que ça, mais je pense qu'on va commencer à en voir arriver dans différentes, notamment brasseries craft. Heu, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est intéressant et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a tellement de choix pour le consommateur maintenant qu'il va peut-être falloir essayer de se démarquer en tant que marque, Mmh. comme ayant une cible vraiment très particulière. C'est ce que tu disais, typiquement, si le cidre, cible pas forcément, les buveurs de bière craft et ben, il va falloir que les marques de cidre, se demandent, qui j'ai envie de viser et là, on arrive peut-être dans des marques lifestyle, dites lifestyle, Oui. où, où on essaie de fédérer une communauté plus qu'essayer de toucher tout le monde. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment fou, hein. Il y a trop d'options pour les gens maintenant. Et c'est Ouais. compliqué de se dire bon bah ok, ça y est, je sais quelle est ma boisson préférée. Maintenant, ça va être l'hydromel, hein. À partir de maintenant, pour les 5 prochaines années. Enfin, je vois pas des gens se dire ça. Par contre, je vois Moi non plus. des gens se dire ok, cette marque, elle est géniale, elle a telle valeur, telle ambition, elle fit avec ma manière de penser, ma manière de, je sais pas, Mmh. d'écouter du son, de m'habiller, de n'importe quoi. Et c'est plus ça que je vois arriver. Ouais, clairement. Ouais. Mais ok, hydromel, mid et tout ce qui est cider, ouais, et puis même tout ce qui est hard cider Mmh. et hard kombucha, enfin tout ce genre de choses. Ça peut potentiellement arriver, mais on n'a pas encore je sais pas, soit le palais, soit de toute façon il y a 5 à 10 ans d'avance aux États-Unis, au Canada, tout ça. Donc, C'est souvent ça. Et tu vois, tu t'en parlais avec, Dorothée dans Milecto, il y a aussi les Hopwater. mmh, Est-ce que ça va arriver, en force en 2023? Je sais pas, mais je pense que ça peut être en tout cas, un secteur intéressant pour les microbrasseries, pour aller jouer la carte du soft craft, ouais, qui manque souvent dans les bars en alternative. Pour moi, c'est un produit qui, plutôt bien pricé, marcherait bien en canette dans les frigos, dans des bars. ouais, carrément. Tu vois, avoir une alternative à la fois au soft traditionnel et à la fois à ton Perrier citron, te dire si au lieu de t'acheter une canette de Perrier citron à 2,50, tu peux avoir une Hop Water parce que ça coûte quand même pas grand chose à produire. Je pense que ouais, il y a un public à aller chercher, Mmh mh. et ça, ou ne serait-ce qu'à l'échelle des brasseries qui ont une taproom, d'avoir ça dans leur coin. Après de là, avoir une explosion grand public,
pas tout de suite. Ouais, et puis je me demande toujours en termes de loi E20, tu disais tout à l'heure que, les marques qui pouvaient, potentiellement, avoir du moins d'alcool, pouvaient un petit peu plus, se faire plaisir en termes de publicité, et c'est drôle parce que, Fred, dans The Bottlefield Show, on s'est dit qu'il y avait potentiellement des lois, en Écosse. Il y a pas mal de lois qui vont arriver, sous le couvert un peu de la loi E20. Alors là, on va se Mmh. demander si jamais, enfin, s'il n'y a pas des lobbies écossais qui font que ça va pas du tout se passer comme ça, parce qu'au niveau spiritueux, ils sont quand même puissants. Mais il y avait une loi qui disait que interdiction de tout ce qui était publicité aux marques de sans-alcool qui possèdent de l'alcool. Mmh. Donc, enfin, aux marques de Ouais, spiritueux qui ouais. possèdent du sans-alcool. Donc, pour ce type de produits qui sont sans alcool, il y a quand même pas le droit, il y aurait quand même pas le droit de Bah, communiquer dessus, quoi. si ça va dans le sens d'une loi E20, ça ferait sens parce que j'ai toujours trouvé ça aberrant, par exemple sur les circuits de Formule 1. Alors en plus, là où on est sur de la conduite, où on nous rabâche tout le temps le don't drink and drive, Ouais. d'avoir un énorme Heineken, alors juste parce qu'il y a marqué 0,0 en dessous, ça passe. Et pourtant, Heineken, dans la tête des gens, tout le monde sait que c'est de la bière, que c'est de l'alcool. Mm, mm. Donc oui, ça ferait sens. Et en effet, ça couperait l'herbe sous le pied à pas mal de marques pour leur pub. Mais là, on va encore plus loin avec ce que tu dis, puisqu'on n'est même pas sur une version désalcoolisée ou sans alcool d'un produit. C'est, si je comprends bien, ça serait Heineken possédant aussi, je sais pas, une marque de soft, ne pourrait pas faire de pub pour sa marque de soft. Non, C'est ça irait pas aussi loin que ça? Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est ce que je comprends potentiellement, et peut-être ce qui ne se passera jamais. Mais c'est toujours ça, ce qui est compliqué. Alors c'est génial en termes marketing, on peut se faire plaisir quand on travaille avec un soft ou avec une marque qui n'est pas en France, et c'est vrai qu'en France, on est toujours contraint à trouver des adjectifs, un petit peu mielleux, un petit peu de base pour vanter les mérites de sa bière Ouais. ou de sa boisson, c'est toujours compliqué, hein, Mais c'est là-dessus. surtout très flou comme loi, donc on sait jamais trop ce qu'on peut dire, ce qui passe pas. Je sais que j'en avais parlé avec des collègues, qui gèrent toute la partie web chez VNB, notamment quand on fait des fiches articles, Ouais. pour vendre un produit, et où je m'étais fait reprendre parce que dans une de mes descriptions, j'avais utilisé le terme «pintable» et on m'avait dit: «Préfère-y le terme buvabilité que pintabilité» parce que pintabilité, ça fait appel à un format et donc ça peut être interprété comme de l'incitation à la consommation, sur un plus gros volume. OK. Ouais, tu m'en apprends, Là, Emma. on va sur des trucs très, Mmh. mais nulle part dans la loi c'est écrit que tu peux pas utiliser le terme portabilité. De toute façon, c'est un terme qui n'existe pas, Bah oui, tout mais simplement. en effet, le fait que ça fasse appel juste à un format, et qui est en plus un format de grande consommation, pouvait être, sanctionné par la loi Ah, E20. c'est chaud. Bah, dans ce cas-là, tu utilises même pas le mot session, quoi, parce que la session IPA, le mot session vient du fait que tu peux t'en taper plusieurs, Bah ouais, avant d'être bourré, quoi. C'est typiquement ça. ouais, non, bah, c'est vrai, on est sur un fil à chaque fois avec cette Ouais. loi-là. C'est de l'interprétation et des fois, tu es sur le fil du rasoir, tu tentes et tu vois si tu te fais taper sur les doigts ou Mmh. pas, quoi. C'est compliqué, mais ouais, Bon, allez, on va continuer avec le focus, bien sûr. emballage, conditionnement. Alors là, j'avais 2 points là-dedans. C'était, 1 point, canette versus bouteille à l'horizon, 2025. Le boom des canettes, depuis le covid, clairement, Mmh. qu'est-ce que ça a engendré? Est-ce que toi, bah, tous les gens que tu interviews, ils ont tous un format canette, et peut-être même, quasi exclusivement, sauf pour ce qui est de la barrique peut-être, ou des bières plus travaillées ou sauvages. Qu'est-ce que tu penses, des 2 conditionnements aujourd'hui? Ouais, ouais, bah, c'est clairement, comme tu le dis, maintenant, en tout cas dans le domaine de la craft, quasiment tout le monde est passé à la canette sur presque tous les styles de bière, à l'exception de, ce qui va être, barriqué. Même les bières noires maintenant, si elles sont pas barriquées, sont souvent mis en canette, à part quelques rares exceptions. Mais pour moi, c'est une trend qui est encore très typique à la craft et notamment à la craft, on va dire, très geek. Après, c'est une trend de la canette qu'on voit arriver aussi dans les microbrasseries ou dans les brasseries artisanales qui sont moins typé craft et surtout qui vise un public moins geek. Après, je pense qu'on reste quand même sur une image pas forcément bien perçue du grand public sur la canette. Tu vois, je vois pas moi ça comme un boom de la canette. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc clairement, ça va continuer à prendre de la part de marché, mais je vois qu'il y a encore énormément de consommateurs qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas concernés par la canette, qui ne voient pas encore l'intérêt de la canette et qui l'associent encore à une image, péjorative. Tu aurais Donc une tranche d'âge en tête quand tu penses à ce type de consommateur? et bah, j'ai même pas de tranche d'âge particulière.
Pour te donner un peu un ordre d'idée et une anecdote, il y a quelques mois, j'ai lancé en plus un compte, moi, sur, TikTok, Ouais. où je fais un contenu qui n'a rien à voir. Je parle toujours de bière, mais par contre, je fais des contenus beaucoup plus grand public. Ma première vidéo, ça a été, une vidéo un peu, top 5 des raisons pourquoi il faut préférer la canette à la bouteille. Heu, Merci les algorithmes de TikTok, la vidéo a explosé, j'ai des commentaires dans tous les sens, mais pourquoi elle a explosé? C'est aussi parce qu'elle était, elle déclenchait une réaction un peu épidermique chez les gens. Il y avait énormément de commentaires et surtout de gens qui, disaient: «Non mais lui, il connaît rien à la bière, la canette, c'est pour les clodos» et ce genre de choses et mine de rien, bah, on c'est un public très jeune qui pensait ça. Enfin, tu vois, TikTok, on Ouais. reste, sur une audience assez jeune et j'ai eu beaucoup de réactions d'un public quand même assez jeune et qui pourtant, dans mon imaginaire, aurait pu être plus, Plus au enfin, fait au de ça? courant Ouais. et au fait, exactement. Et non, pas tant que ça, donc je pense que ça reste encore multigénérationnel cette idée En reçue. même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que TikTok, c'est peut-être pile une génération où les gens qui sont dessus un peu plus jeunes ont des parents qui ont l'âge de penser que la canette, c'est de la merde, en fait. Et que Oui. du coup, Ah oui, bien sûr. ouais, vu qu'ils sont assez jeunes, on va dire, dans leur parcours d'alcoolique ou d'avec alcool, peut-être qu'ils pensent encore ce que leurs parents leur ont inculqué plus tôt ou leur le fait Ah paraître, oui, non, mais je sais pas. ça, c'est certain que en tout cas sur les personnes, allez, on va dire, 35 ans, 40 ans et plus, il y a encore une image très négative de la canette et en effet, je pense que s'il y a une tranche d'âge dans laquelle elle est la mieux acceptée, c'est peut-être la Mmh. 25-35. Ouais, c'est Ces gens intéressant qui ont ça. connu ce boom de la canette et qui l'ont vécu, qui ont été accompagnés, qui ont accompagné l'arrivée de la canette et qui ont aussi été accompagnés par l'arrivée de la canette, qui ont commencé à boire de la bière bouteille et qui ont vu ce marché, évoluer. Et en effet, ce public plus jeune, comme tu dis, peut-être qu'il n'a pas encore fait sa propre expérience, est encore trop influencé on va dire une connaissance plus théorique qui leur vient de leurs Mmh. parents. Du coup, ça veut dire que, tu conseillerais quoi? Une brasserie, plutôt traditionnelle, mais qui veut se lancer dans de l'éphémère aussi, tu conseillerais les 2 formats, clairement? Ouais, ouais, je pense que la cohabitation des formats, c'est pas un problème à partir du moment où elle est bien, identifiée, qu'il y a des gammes scindées avec des publics, aussi, ciblés. Mmh. Pour moi, une brasserie qui fait une gamme assez tradie, de blonde, blanche, même si elle va appeler ça une pale ale, une wheat beer ou je ne sais quoi, va toujours aller chercher un format bouteille. C'est plus adapté à un public, notamment un public local qui cherche de la consommation de bière, locale, artisanale. Mmh. À côté de ça, si, cette même brasserie veut commencer à lancer des bières un peu éphémères et se dit: «Je vais faire je sais pas, une DDH IPA ou je vais faire, une petite Berliner Weiss avec des fruits», bon, rien ne l'empêche de le faire en bouteille, mais je pense qu'elle aura un intérêt à le faire en canette, ne serait-ce que, pour aller chercher un public plus large et aussi avoir un rôle un peu de pédagogie et d'accompagner son public existant par sa gamme traditionnelle vers la canette. Mmh. Ouais, non, je trouve ça, ouais, intéressant et j'aurais le même point de vue, aussi. Bon, il faut bien scinder les gammes, c'est clair et moi, ça me fait penser à la brasserie, Mira. Alors, j'en parle souvent en Mmh mh. podcast parce que, vu que je vais faire mes courses tout le temps chez Auchan, les courses de fond, heu, au final, je tombe toujours sur le facing, qu'ils ont depuis Ouais, pas longtemps avec toutes leurs canettes, c'est coloré. Je suis pas forcément fan de toutes leurs bières, de tout ce qu'ils font, mais en tout cas, il y a le mérite de démocratiser ça, en ouais, GMS et peut-être que beaucoup de gens vont se dire: «Ah cool, c'est vif, c'est beau, c'est joli». Ils vont juste essayer parce qu'ils trouvent ça tripant à regarder et qu'ils vont se rendre compte qu'au final, bah, c'est peut-être meilleur que ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter bien et sûr. petit à petit, ouais, ça fait une éducation et puis ça fait changer le mindset, il y a plus forcément la 8-6 pas loin, Oui, et mais c'est exactement ça. Pour moi, en fait, ça va dans une optique d'accompagnement. Comme tu dis, c'est des gens qui ont découvert la marque Mira via leur gamme plus, classique bouteille et qui vont arriver, dans leur, supermarché un jour et voir qu'à côté des bouteilles, il y aura des canettes de la même marque et vont peut-être plus intellectualiser la démarche, de comprendre pourquoi maintenant il y a de la canette et ça va pas juste se dire: «Ah bah, Mira fait de la bière bas de gamme». mmh, Non, ils vont se dire: «Tiens, si cette brasserie que j'appréciais fait maintenant de la canette, il y a peut-être un intérêt» et on le voit, aussi avec, c'est la brasserie, putain, j'ai ça va me revenir. La brasserie qui fait un Nosteke, brasserie du Pays Flamand, ouais.
voilà, qui s'est vite fait connaître quand même sur le grand public, notamment depuis qu'ils ont eu un prix de meilleure bière du monde. Ça a bien explosé. C'est une brasserie qu'on voit beaucoup en GMS avec des bouteilles, les bouteilles Steiny, donc les bouteilles un peu typées belges, et voilà, qui a visé un grand public, qui maintenant, en plus de sa gamme Anno Steke classique, une deuxième gamme, toujours Anno Steke, mais plus typée craft, en canette, avec des visuels colorés, un peu street art, graffiti, mais qui, pour autant, je pense, vont viser un public assez, alors pas similaire, mais en tout cas vont viser le même espace de vente. Mmh. Et quand tous tes clients qui allaient acheter de l'Anno Steke parce que ils aiment ça et qu'ils ont vu que c'était la meilleure bière du monde, vont arriver dans leur supermarché et vont voir qu'à côté il y a de l'Anno Steke DDH IPA en canette. Voilà, on est dans cette démarche d'accompagnement. Et je pense que, ouais, pour en revenir du coup au sujet de base, la canette, pour moi, on n'est pas sur une explosion de la canette. Par contre, ça va se faire progressivement. La canette a été rapportée par les brasseries craft. Tout le monde comprend son intérêt, on va dire, dans le milieu professionnel, y compris les grands acteurs. Et c'est ces grands acteurs qui vont faire de l'accompagnement pour permettre au grand public de découvrir ce format, de redécouvrir ce format. Ouais, c'est clair. Et il y a un truc que j'ai vu aussi d'ailleurs dans ces rayons juste à côté des bières Mira, il y avait, aussi juste l'emballage qui était plié. En fait, Mhm. l'emballage d'un variety pack quoi ou d'un pack Ouais. classique, où après tu peux composer ton petit format toi-même. Tu prends 4 ou 6 bouteilles ou canettes, tu les mets dans le pack et tu repars avec et tu vas l'acheter. J'ai trouvé ça, très intelligent et très intéressant. Alors bien sûr, il y avait Ninkasi à côté qui est très Mhm. connu et qui a déjà ça sur tout un facing aussi. Mais là, tu avais aussi Mira qui proposait tout en haut, juste son gabarit à plat, quoi, et Mhm. tu pouvais le prendre. C'était marqué 4 ou 6 euros, je ne sais plus trop le prix, mais en tout cas, c'était marqué, ça impliquait que Ouais. voilà, tu foutais tes cadettes dedans et puis tu partais Ça, je avec. pense que c'est aussi une volonté de la grande surface, de la GMS, peut-être de s'imprégner plus de cette image caviste. Alors bien que Mm. sûr, c'est pas un caviste, tu personne en rayon qui va venir te conseiller, mais dans cette multitude maintenant de bières vendues à l'unité, bouteilles et De canettes, choix, ouais. de Mm. rajouter ce petit package qui te permet de faire toi-même ta sélection, de rapprocher plus de l'état d'esprit que tu as quand tu es dans un caviste spécialisé. Ouais. Je pense que ça joue Ouais, tu aussi vas dire, tiens, je vais me faire une dans une petite envie de dégustation, quoi. premiumiser le rayon boisson, ouais, Mm. exactement. Pour continuer sur les emballages, dernier point, j'avais noté fût, vrac, Ouais. pour les fûts, est-ce qu'il y a de la nouveauté pour toi? De la nouveauté, pas vraiment, mais je dirais même qu'il y a plutôt au contraire un retour en arrière puisque, l'inox maintenant, redevient un peu la préoccupation de tout le monde. Il y a plusieurs, raisons à ça. Évidemment, il y a des raisons écologiques, les Kikeg, et autres, fûts en one way qui sont des fûts plastiques jetables et Ouais, ça souvent c'est chaud, hein. mal recyclés, même s'ils sont recyclables, qui sont souvent mal recyclés. Bon, ça commence à devenir une problématique écologique, que plus personne ne peut ignorer. Mmh. Et à côté de ça, il y a aussi de l'inflation dont on parlait en début, qui fait qu'un kick-cake que tu achetais il y a 1 an et demi, 12 €, alors 12 € pour un fût de 30 litres que tu vas acheter à la fin, donc tu es quasiment à 50 centimes du litre, maintenant vaut presque 17,50 €. En un an et demi, ça a explosé. Forcément, les brasseries sont obligées d'impacter ça sur le coût de leur bière, en plus de la hausse des matières premières et ainsi de suite. Donc forcément, il y a une volonté de se retourner vers l'inox. Alors l'inox aussi forcément a pris cher, hein, Mmh. mais maintenant les brasseries voient plus l'intérêt d'investir dans un parc inox qu'avant. Le différentiel de prix entre, acheter un fût, one way et acheter un fût inox, tu te dis que maintenant en 3-4 rotations, tu as rentabilisé ton fût inox et qu'après, il te coûte plus rien et tu n'impactes même plus le coût de ton fût sur ta bière. Donc, il y a clairement des volontés écologiques, mais aussi des questions économiques sur le retour de l'inox. Après, maintenant, le problème, c'est que je pense qu'il n'y a plus qu'une seule fabrique de fûts inox en France, que le coût est assez élevé, qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, voilà. Il va falloir un peu de temps pour que tout le monde s'équipe. Et Ouais. surtout, il faut un gros parc de fûts. Donc, c'est un investissement non négligeable, même pour une microbrasserie qui fait, je sais pas, 5, 6, 7 000 hectos à l'année. Il faut aller chercher des parcs de fûts de 4, 5, 6 000 fûts. Ouais, c'est énorme, hein. C'est Notamment si clair. tu commences à vendre sur l'échelle nationale. OK. En régional, ça se fait plus facilement. Et au niveau du vrac, est-ce que tu as vu, je sais pas, le growler par exemple, se populariser ou vraiment très, très,
très, très peu. Ah, le growler a fait pas mal parler de lui, notamment pendant le confinement, où tu as beaucoup de professionnels qui ont essayé de s'y mettre pour, alors moi je le vois notamment avec VNB, hein. Il y a eu beaucoup de déploiements de growlers dans les VNB, ne serait-ce que pour ne pas gâcher les bières qui étaient dans les bars juste avant la fermeture et le confinement, de dire: «Bon, Mmh. bah, on a plein de fûts, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas aller les jeter, donc on installe des stations de growlers et les gens peuvent venir prendre leur bière à emporter». Ça a franchement plutôt bien marché pour quelque chose qui était inconnu du grand public et apparu d'un coup, à cette période-là. Maintenant, ça s'oublie un peu. Et je sais pas, j'ai du mal à voir ça comme une solution qui va durer dans le temps. Ouais. La consommation à la maison qu'on a connue pendant toute cette période Covid, elle est de moins en moins, d'actualité. Les gens reconsomment plus dans les bars et clairement, on le voit, les ventes côté cave et les ventes potentiellement de growlers, de produits à emporter sont bien moins, élevées que l'année dernière. Tu verrais pas toi une station de vrac de bière en growler, tu sais, un truc juste dehors comme un espèce de kiosque qui peut s'ouvrir, que Ah si ouais, tu as tu te mets plus un de petit 18 ans conteneur, et heu hop, tu viens tirer ta bière, complètement, ça peut être ça marrant. serait honnêtement, ça serait pas con. Tu vois, tu loues, tu prends un conteneur, un petit conteneur 20 pieds, un conteneur frigorifique, tu as tes fûts à l'intérieur, tu même pas à t'embêter à faire un aménagement particulier et tu te fais installer des tireuses là-dedans, un système de tireuses comme tu as dans certains bars maintenant où avec ta puce, Mmh. tu peux débloquer, hop, une certaine quantité, une machine à growler. Ouais, Ça peut se faire. Honnêtement, je pense que ça peut avoir son intérêt, notamment dans certaines localités. ouais. Ouais, ça a Pendant les imaginé. marchés de bah, déjà peut-être, se faire connaître en marché de Noël, mais après genre, marché, tous les Marché mardis tout ou tous court, les ouais. ou tous les vendredis, t'as le petit, beer truck à côté des fruits et légumes où tu viens tirer ta Beh, ouais, bière, en effet. ça serait Ça stylé, hein. et ça peut être pour moi une bonne solution pour une brasserie artisanale Mmh. locale. On voit que tu as beaucoup de brasseries qui font notamment, tu disais parler des marchés de Noël et qui font des gros chiffres annuels au marché de Noël parce que, bah, tu as le petit coffret cadeau et compagnie. En même temps, avoir une présence, comme tu dis, de vente en vrac growler sur le marché du mardi, du samedi, ça pourrait marcher en effet. Ouais. Tu viens bien acheter, tes petits légumes, et ainsi de suite, pourquoi pas repartir avec ton petit litre de bière pour le week-end? Carrément. Bon, il y aura peut-être des lois et vins, là-dessous, hein, Ouais. à voir, mais côté focus société, et brasserie locale maintenant, j'avais une question toute simple. Est-ce que les micros et nano brasseries vont-elles tuer le game en 2023? C'est-à-dire, on produit local, on vend local, on se fait pas chier avec une brasserie qui serait à l'autre bout de la France et on Mmh. consomme que local et vu que le nombre de brasseries, croît, bourgeonne exponentiellement depuis pas longtemps, mais depuis, je sais pas, 5 dernières années, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un effet de il y en a trop, alors du coup on se recentre sur, celles qui sont locales? Et bah, pour en avoir discuté avec plusieurs brasseries, alors c'est une question qui pour moi est assez complexe, mais en effet, je pense qu'il y a une volonté, en tout cas pour certaines typologies de brasseries, de se recentrer sur leur marché local. Hem, pour moi, une brasserie ultra geek, tu vois, on parlait de 90 BPM, ce genre de choses qui visent un public beer geek, vendront toujours, à l'échelle nationale et seront distribuées partout dans des cavistes spécialisés. Par contre, une brasserie qui même fait de la craft et des bières, un peu travaillées, mais avec une connotation plus locale, heu, va certainement avoir en tout cas à reconquérir ou à mieux conquérir son public local. J'en parlais dans un podcast il y a pas longtemps, moi de mon côté avec Christophe de La Petite Mèze, parce qu'eux, ils viennent d'ouvrir leur bar au centre-ville de Tours, alors qu'ils sont, eux, installés, juste en périphérie de Tours et la réflexion derrière ça, c'était de se dire: «On est une brasserie qui fait quand même 3 4 5 000 hectos à l'année. Par contre, on a été vendu un peu dans toute la France, mais on n'est pas connu chez nous». Et Ouais, à une époque où les brasseries craft, vraiment qui ont un public geek, arrivent sur le marché en connaissant les codes et qui peuvent tout éclater d'entrée, ça devient plus compliqué. C'est un marché plus compétitif qu'avant et il y a une nécessité d'aller retravailler un public local. Et eux, de leur côté, la solution pour ça a été d'ouvrir un bar en plein centre-ville pour, dire, aux Tourangeaux: «Coucou, on est là».
On a la brasserie qui est installée à 5 kilomètres d'ici, on fait de la bière. Ouais, ce que j'allais Donc dire, c'est toujours, les bonnes craft breweries sont toujours en périphérie aussi, dans des vieilles ouais, ZI, bien sûr. ZA et c'est chaud de fédérer des gens pour aller, tu vois, tu vas pas dans une ZI un samedi soir pour faire la fête avec tes potes. Enfin, ça, c'est ça Non, c'est un peu, alors, je suis d'accord avec toi. Malgré tout, il y a certaines, brasseries qui installent des taprooms et qui tournent plutôt bien. mmh, Bon, on évoque depuis tout à l'heure 90 BPM qui, maintenant est installé en périphérie de Dijon, proche, Couronne, qui a son taproom et qui a l'air de plutôt bien cartonner. J'ai pas pu le constater de mes propres yeux, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux et de ce qu'ils m'en disent, ils ont l'air de pouvoir attirer un public. Après, en effet, c'est pas le public qui va venir, prendre, sa soirée du samedi et faire la fête jusqu'à 22h, 23h, 1h du matin. On est sur un public, un peu plus, ouais, after work, petit apéro. On vient à 18h, limite on vient entre amis, en famille, avec les poussettes. ouais. On prend, une pinte ou 2, un petit plateau de charcuterie et après on rentre à la maison, on va au restaurant ou on fait un after à la maison, tu vois? C'est pas les mêmes méthodes de consommation, c'est pas les mêmes publics visés. En effet, si tu veux aller chercher plus large maintenant, il faut s'installer dans les centres-villes. Et d'ailleurs, on en vient à un point que tu voulais évoquer, c'est l'explosion des taprooms, et des bars de brasserie. Ouais. Moi, je pense direct à Brickhouse qui fait, enfin, c'est coup de génie sur coup de génie. Alors après, des fois, il y a la qualité, qui lag un peu. Des fois, Mmh. il y a d'autres petits problèmes, hein. Quand je montais à Marc en Barœul, il y a les hyper fans et il y a les mecs qui en disent que du mal. Enfin, bon, de toute façon, du moment où tu deviens populaire et que tu fonctionnes, Bien tu as sûr. toujours des gens derrière qui râlent un peu. Ouais. En tout cas, c'est un bel exemple d'une marque, qui prospère, qui vient très bien et qui a des belles taprooms et des beaux lieux. Mmh. Qu'est-ce que tu vois toi comme explosion, de taproom? Déjà, est-ce que tu peux différencier, taproom et bar de brasserie ou pour toi c'est la même chose? Ouais. Alors pour moi, c'est pas du tout la même OK. chose dans le sens où pour moi taproom est un bar intégré à la brasserie. Sur le lieu de production, limite, tu ta baie vitrée, entre le bar et la brasserie et tu vois les cuves depuis Mmh. ton siège quand tu bois ta bière. Là où un bar de brasserie, c'est un bar à l'image de la brasserie, mais qui peut être à un endroit complètement dissocié. Si, du jour au lendemain, je sais pas, Brasserie du Grand Paris se dit, «J'ai envie d'ouvrir, des bars un peu partout dans la France et me dire je veux aller, emmerder les copains de la débauche et ouvrir un bar à Angoulême», ils pourraient le faire. Ils auraient un bar à l'image de Grand Paris dans Angoulême et là, on est sur un bar de brasserie. Ouais, tu es brandé Pour à moi, l'effigie taproom, de c'est c'est ouais. exactement. OK. Et ça, on commence à le voir de plus en plus. Et pour moi, ça, c'est vraiment des axes sur lesquels les brasseries vont devoir s'orienter maintenant. De toute façon, c'est pas compliqué. Toutes les nouvelles microbrasseries qui ouvrent, elles partent quasiment à chaque fois avec déjà dans leur bagage l'idée d'avoir une taproom à l'ouverture. Alors c'est un peu compliqué quand même. Il faut avoir Ah bah, c'est toutes un les énorme respecter les projet, normes hein. d'accueil du Ah public ouais. et ainsi de suite. Mais quand tu te dis que tu vas investir un nouveau local et faire des travaux, bon, c'est quasiment, inclus, on va dire, dans le budget, dans les projets de départ maintenant. Et à côté de ça, le bar de brasserie pour moi, c'est quelque chose qu'on voyait très peu, mais qui va se démocratiser. En effet, comme je te disais avec la petite messe, c'est pour moi, c'est ce schéma. Installer une brasserie en centre-ville, c'est compliqué. En même temps, c'est là que ton ta consommation va se faire. Comment, pourquoi quand tu es une microbrasserie, te dire: «Je vais aller vendre ma bière, à tous les bars du centre-ville de ma ville», alors que tu pourrais avoir ton propre bar avec des marges, exponentielles puisque, Mmh. ton produit, mine de rien, une bière, bon, même avec les hausses de matières premières et compagnie, une bière mise en fût, si tu as des fûts inox en plus, ton produit en soi, il a un coût de revient qui est très bas. Donc, si tu te dis que, ta pinte, elle est à 8 € normalement dans un bar, tu la vends à 7 ou 7,50 € dans ton bar, tu fais déjà une grosse marge et je pense que tu peux avoir un établissement rentable. En plus de ça, tu joues énormément sur ton image de Ouais, marque et mais la ça peut être, notoriété que tu aussi, locale. l'image de marque. Enfin, tu vois, rien qu'un truc tout con, mais si tu as des toilettes qui sont dégueulasses, tu vas avoir un commentaire nul sur Google, My Business, et du coup, ça va faire chuter les notes. Enfin, Oui, il peut y avoir des éléments c'est un métier complètement complètement ouais, différent. il peut y avoir des choses qui n'ont rien à voir avec la qualité de ta bière ou de qui tu es, Ah oui, oui. qui font ton que ça empiète sur ta notoriété ou, En ouais. effet, et si tu ouvres un bar de brasserie, en centre-ville ou voilà, dans un lieu d'activité, important, il faut le faire avec l'idée que tu ouvres un bar. C'est pas parce que tu fais les meilleures bières du monde dans ta brasserie et que tu es un excellent brasseur, un excellent gérant de brasserie,
que tu seras un bon gérant de bar. Et en général, oui, ça va avec un recrutement adapté, de s'entourer de personnes qui sont capables de faire ça. Mmh. Mais oui, oui, il faut que le lieu soit impeccable, il faut Et que surtout tout de la soit bonne fait bouffe. de la bonne manière. Parce que Et de la bonne les bouffe. tartinables, honnêtement, enfin, ça va bien 2 Ouais, secondes, mais bah, maintenant, faut arriver avec de la street food, stylée, quoi. Même si bah tu es un voilà. brasseur, quoi. Et ben je te remets l'exemple de la petite messe parce que pour moi, ils sont arrivés avec tout vraiment, fait comme il fallait. Ils ont été intelligents, ils l'ont bien Mmh. fait. Ils ont ouvert un bar en plein centre-ville, dans une, rue, piétonne ultra passante. Le bar est pas immense, mais ils servent 10 bières, c'est que des bières La Petite Messe. Les tarifs sont compétitifs sans être non plus là pour casser le marché, donc ils vont pas non plus se tirer des balles dans le pied vis-à-vis de leurs partenaires dans la ville. Tu veux dire Et distributeur ou confrère? non, non, enfin, alors les bars clients Oui, OK. qui peuvent, tirer de la petite Mmh. messe. Mais tu vois, là où un bar, aura, 8 becs, dont 2 becs de petite messe parce que c'est local, il rentrera pas en direct compétition parce que la petite messe a décidé de faire un bar 100 avec leur bière. Une carte ultra large, mais au moins tu sais que si tu y vas pour boire leurs produits et pas autre chose. Mmh. Par contre, à côté de ça, ils se sont entourés de quelqu'un qui était ultra compétent pour, développer l'activité de bar. Ils ont recruté une personne qui était ancien gérant de bar à bière et ainsi de suite. Et par contre, ils ont aussi recruté un vrai chef, qui fait de la bonne bouffe, certes de la street food, de la finger food, mais ultra quali, ouais, si tu pas encore regardé, va voir un peu leur Instagram parce que J'étais c'est pas allé vraiment voir leur Insta, mais j'avais impressionnant. écouté ton podcast et effectivement, ça Ouais. donnait envie, ils parlaient de la manière dont ils avaient travaillé, la street food. Il y avait pas un délire vertical un peu sur le travail de la Si, ouais, c'est c'était ça, ça, ils ouais. travaillent sur des Sur les pics, pics ouais. et Mmh. ouais, tout est, piquable, en fait, pour eux. Donc soit tu as des pics avec plein de choses embrochées, soit c'est sur des bâtonnets comme des formats glace ou ce genre de choses. Donc tout est travaillé de cette manière-là et c'est fait avec des produits quali. Ils ont les halles à côté, ils se fournissent aux fromagers, des halles à côté, ils ont de la bonne viande et c'est de la carte qui change tout le temps et tu pas le saucisson, le pâté et les chips. Mmh. Alors tu as des trucs de finger food, qui peuvent être assimilés, mais c'est toujours des produits très travaillés. Et à côté de ça, tu as de la vraie, de la bouffe un peu plus élaborée aussi. Ouais, moi, ça me Ça, fait je pense vraiment qu'on qu'on est tend sur ce là-dedans, ouais. schéma-là qui va être Mmh. ouais, ça va être nécessaire pour les brasseries de venir se démarquer et de faire connaître leurs produits, aussi bien à un public local que, ouais, c'est mine de rien, si tu as un bar Et un lieu qui te permet touristique de aussi, hein. passer, ouais et si ton bar ne te permet ne serait-ce que de passer à des 300 hectos à l'année quand tu es une brasserie qui fait 3000 hectos, tu fais 10 de vente à marge pleine, c'est pas Ouais, négligeable. c'est clair. Moi, ça me fait penser quand j'étais à Hawaï, j'étais allé à Honolulu, il y avait une brasserie, c'était Maui Brewing, tu dois Ouais. connaître et eux alors Maui, c'est pas l'île, c'est pas l'île d'Hawaï, c'est pas non plus qu'Hawaï, enfin, il y a plusieurs îles à Hawaï, mais en Mmh. tout cas, Maui, c'est une île à part entière, mais qui ont, une énorme brasserie avec les cuves à l'extérieur, tout ça et ils ont créé, enfin, c'est la plus grosse marque là-bas. Ils ont créé plein de bars et c'est un endroit où il y a des concerts, on mange des bonnes pizzas, il y a toutes leurs bières servies on tap. Enfin, c'est vraiment hyper Mmh. stylé. Et aussi, ça me fait penser tout simplement à Ninkasi, moi qui ai connu hyper jeune pour aller juste faire des concerts, avant peut-être même l'âge de boire une bière, j'allais faire des concerts là-bas et ils étaient super innovants quand même à l'époque. C'était en Mmh. 95, je sais plus, quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, donc Ouais, mais je pense que c'est un format qui va se démocratiser. Tu parles de Ninkasi qui est installé depuis presque une éternité, à l'échelle de la bière craft mmh, et qui est vraiment devenu maintenant, un ensemble de plusieurs lieux de vie sur Lyon. Bah, tu vois, tu parlais de Mira qui fait un peu le même, on va dire schéma, sur le bassin d'Arcachon puisque leur brasserie, c'est pareil, un lieu de vie, salle de concert et ainsi de suite et à plus petite échelle, tu le vois, à d'autres endroits. Il y a, la brasserie, Sensiz à Reims, alors qui fait des petits volumes à côté, mais qui a une brasserie installée dans un local qui fait aussi, restaurant, bar et salle de concert. En ce moment, dans la région nantaise, tu as Nautil qui déménage de local et qui a à peu près le même projet, d'avoir sur le lieu de la brasserie, bar, restaurant et salle de concert. Donc je pense que ouais, créer des lieux de vie, c'est aussi ça qui va attirer les gens à ton ouais, produit. en espérant qu'il y ait pas un covid numéro 2 qui qui pointe le bout de Ouais, son là, nez et ça foutrait un qui sacré ouais, bordel, ouais. c'est clair. OK, top, donc nécessaire d'avoir un branding, tip top et qu'on puisse, ouais, faire des déclinaisons Mmh. aussi, sur Ouais. des bars et si ce bar devient une chaîne, enfin, on sait jamais, hein. En tout cas, bien Ouais, penser bah, à je tout je ça, pense quoi. que ça va arriver aussi. Enfin, tu vois, Ninkasi l'a fait, alors à échelle Mmh. locale.
Mais un gros acteur de la craft, pour moi, pourrait se lancer là-dedans et se dire: «Je vais ouvrir 5, 6, 7, 8 bars, en France, dans des grandes, métropoles Bah, et jouer ma Brickhouse sont en train de le notoriété». Parce faire, hein. Là, que ils sont installés ouais, Brickhouse est en à train de le faire. Bordeaux et Brickhouse le fait, en mmh. effet. Bah, ils ont le budget qui le permet de le faire aussi rapidement et voilà, mais sur une brasserie, de plus petite, échelle, ça peut se faire aussi. Tu as des brasseries qui ont récupéré des notoriétés nationales maintenant, enfin, même sur la scène de la Mmh. craft et qui pourraient très bien avoir des bars un peu partout en France, des brasseries qui ont dépassé cette image de brasserie locale. Carrément. OK, allez, on va passer au dernier focus et puis en même temps le temps s'envole. C'est bien intéressant de parler ensemble, mais un jour Oui, il va c'est vrai. falloir finir. Alors focus identité de marque, naming, design, com, tout ça, tout ça. Moi j'avais un truc tout con, une trend sur le naming. Mmh. Notamment, j'ai vu par exemple à Leclerc qu'il y avait, LBF qui avait, brassé à façon pour Leclerc directement. Donc ça Ouais, commence à se faire pas mal aussi en tendance de brasser pour soit bien des sûr. restos, soit des marques de grande distrib. Et ils avaient une IPA DH. Alors c'était pas DDH, tu vois, mais c'était quand même marqué Ouais. DH. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une trend de faire geek sur les étiquettes? Ah oui, clairement, bah, il y a le toi, on connaît le greenwashing, il y a aussi le craftwashing et en effet, il y a plein de alors là, on est un peu dans un cas différent puisque ça reste fait par une brasserie, une microbrasserie, mais il y a en effet pour les gros acteurs, qu'ils soient des grosses brasseries ou des acteurs de la GMS, l'envie d'aller chercher ces codes de la craft qui s'installent de plus en plus. Ils l'ont très, très bien compris parce que, l'IPA a explosé aux yeux du grand public et maintenant tout le monde fait des IPA. Ils se disent que Mmh. clairement, il y a d'autres choses à aller chercher. Après, tu vois, DH, DDH, je pense que ça reste encore des termes un peu techniques qui sont flous pour pas mal de monde et même un beer geek, même s'il sait ce que c'est, il te dira pas, «Ah ouais, je préfère boire une DDH IPA qu'une IPA» parce que déjà 80 des brasseries vont te faire un DDH sans te le marquer sur la Ouais, canette. c'est ça. Par contre, il y a d'autres termes qui, à mon avis, vont exploser auprès du grand public, notamment, tout simplement le New England, le hazy, enfin voilà, tout ce qui est lié au NEIPA puisque je pense que c'est une trend qui va se développer de plus en plus. On voit beaucoup, bah, tu vois, toutes les brasseries, à plus grosse échelle qui se sont lancées dans l'IPA il y a 4, 5 ans parce que ça avait explosé dans la craft, maintenant vont sortir leur New England IPA, leur Hazy IPA, leur Juicy IPA, donc ça va être des termes aussi qui vont de plus en Milkshake, plus ouais. arriver. Ouais, exactement. Je pense que ouais, il y a des termes qui vont commencer à s'installer auprès du Tout ce grand qui fait public. penser à quelque chose de plus Heu, sucré et de moins amer, en fait, et qui va sûrement attirer d'autres gens ouais, vers la bière, au final. Mmh. complètement. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Yes, et quid du naming, blonde, blanche, ambrée, brune, ça va rester un moment ça, hein? Je pense que ça va rester, ça va être compliqué de retirer, leurs habitudes aux consommateurs, on va dire un peu lambda, c'est trop ancré, chez nous, ça va être compliqué, tu vois? Pour reparler de VNB, ça fait 20 ans qu'on vend de la bière, qu'on vend des bières belges et allemandes au début. On a toujours eu une volonté, même si quand tu vas dans un rayon de VNB où ça va être classé par, blonde, blanche, ambrée, ensuite d'aller, dans un deuxième niveau, renseigner sur le style. Alors quand tu rentres en plus dans les styles de bière allemande où tu arrives sur, des Weissbier, des Doppelbock, des, Openweiss, alors des styles qui veulent rien dire même pour un beer geek, c'est Ouais. compliqué. Donc je pense qu'il y aura toujours cette lecture à 2 niveaux, même s'il y aura de plus en plus ces 2 niveaux, là où il y en avait qu'un Mmh. avant. De plus en plus, les brasseries vont peut-être vouloir intégrer en dessous de leur blanche un Wheatbier, un Ouais. Weissbier, un Weizenbock ou j'en sais rien. Mais par contre, se détacher complètement du blonde blanche ambré de la bière à couleur, ça va être compliqué. Moi, je me demande tout En le tout cas temps, pour certains ouais, styles. ça doit dépendre de là où tu es distribué et de ta clientèle. Est-ce que tu écris, Ouais, pale complètement. ale en plus gros et blonde en petit, ou est-ce que tu inverses, tu vois? J'ai encore pas trop de réponses, je pense qu'il y aura même pas de réponse Bah, toute je faite, pense c'est en fonction de ta cible, quoi. c'est c'est sûr. Si ton but, c'est de vendre de la bière chez Leclerc ou chez Auchan, tu vas marquer blanche en énorme et en dessous wheat beer ou tu vas marquer blonde en énorme et en dessous, pale Mmh. ale. Si tu as une brasserie avec, un rayonnement plus local, distribution, je sais pas, dans Dans des des plus Biocoop ou petites, dans des trucs comme ça. ouais, des Biocoop, ce genre de choses, peut-être que tu vas arriver sur, presque un niveau égal. Tu vas mettre, un niveau d'égalité, ton style et ta couleur de bière, mais je me vois mal, en tout cas, si tu cherches à toucher un grand public, mettre en avant pale ale et en dessous blonde. Parce que, tu auras du mal à accrocher ton client. Ouais, c'est clair. Pale ale, ça parle pas encore assez. Et Et même, tu vois, IPA qui parle à beaucoup de monde,
le terme IPA ou IPA, enfin, peu importe comment tu le prononces, parle à beaucoup de monde. Par contre, personne ne connaît Le truc la en entier, définition de quoi. l'acronyme et ne sait que c'est une India Pale Ale. Donc, tu peux même pas te raccrocher à ça pour dire ah oui, Pale Ale, je l'ai déjà entendu, c'est comme dans IPA. Mmh. Non, non, les gens ils connaissent IPA, ils connaissent pas l'acronyme. Et t'en penses quoi des titres donnés, aux bières? Est-ce que tu penses que c'est cool, ça dégage une émotion, ça identifie la bière un peu plus? C'est cool pour Untapped? C'est cool pour Untapped, c'est cool pour les beer geeks. Est-ce que ça a un gros intérêt en GMS? Je sais pas. Ça a un intérêt en tout cas pour moi dans les brasseries qui font énormément d'éphémères parce que on est dans un univers où il faut toujours se Mmh. renouveler, aussi bien au niveau des styles, mais surtout des visuels, du naming. Donc là-dessus, il y a un intérêt. Et tu que quelques réfractaires en tout cas à ça dans la craft, hein. Tu Popin qui va te sortir des NEIPA, des DH dans tous les sens avec à chaque fois les noms des houblons derrière et tu as des noms de bières qui font 8 mètres de long parce que tu as un alignement de Mmh. houblons. Et au bout de 3 mois, tu te dis attends, est-ce que je l'ai déjà bu la mosaïque Citra ou est-ce que j'ai bu la Citra mosaïque? Je sais plus. Donc ça, c'est peut-être un peu Ouais. complexe. Mais je pense que pour ces bières-là, oui, le naming est important. Si tu vises à aller chercher un public de GMS ou un public plus large, quoi qu'il arrive, tu auras pas une gamme éphémère particulièrement développée. Tu vas plus travailler sur du permanent. Et sur du permanent, je pense pas que tu as un grand intérêt. Ou alors, si tu donnes un nom à ta bière, tu peux le faire, mais il sera certainement secondaire. Et quand on parlait à quel niveau tu mets le Pale Ale par rapport à Blonde, je pense que là, on aura la même réflexion sur le nom. À quel niveau tu le mets? Et pour moi, ça sera toujours une blonde. Et après, en dessous, peut-être que tu mettras que c'est une Pale Ale ou alors qu'elle s'appelle là, je sais pas quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et Et par contre, je me dis, un titre, cool et concis peut potentiellement, donner plus d'émotion à l'acheteur que, le descriptif commercial lambda qui fait chier tout le monde, en fait, ouais. donc Oui, là, je te rejoins ouais. là-dessus, oui. Mais et c'est aussi, enfin, c'est aussi ce qui fait que les brasseries, régionales, mais qui sont un peu plus installées depuis quelques années, peut-être même dizaines d'années, ont marché. C'est parce que les gens, quand ils achetaient, je sais pas, en Bretagne, leur blanche hermine, ils achetaient pas juste une blanche, ils achetaient la blanche hermine, ils achetaient la Lancelot, ils achetaient ce genre de choses. Et là, limite, le nom a réussi à faire oublier le style de la bière. Mmh. Mais après, c'est peut-être parce on s'ancre aussi dans une localité et une identité locale Ouais. forte. Mais bon, on en revient aux tendances qu'on a citées plus haut, donc donc ça peut faire Oui, sens. En termes de complètement. design, illustration versus, sobriété, moi j'ai une fatigue visuelle là, j'en peux plus de l'illustration à tout bout de champ sur des canettes. Ouais, Heu, on en a parlé un petit peu en effet. je sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que les gens, veulent forcément leur illustration, et être le plus, what the fuck et cool et trendy et cartoon possible? Ou est-ce qu'ils veulent, de la grosse typo simple et facilement identifiable? Et bah, tu vois, je pense que ma réponse, elle va être un peu la même que sur tous les thèmes qu'on a abordés depuis le début. Ça dépend vraiment du public auquel tu t'adresses. Et je pense qu'en tout cas, dans le milieu de la craft et des beer geeks, on va toujours vouloir des illustrations, des étiquettes ultra flashy ou alors qui se distinguent avec de la créativité à fond et des nouveautés à chaque fois. Parce que bah, on est sur un public qui, alors certes, a ses coups de cœur sur ses styles, sur ses brasseries, mais achète énormément au visuel. Et, et tu le vois sur des groupes, des fois, des groupes Facebook de beer geek où les mecs te disent celle-là, c'est une brasserie que j'apprécie pas forcément particulièrement, ou j'aime. Enfin, je l'ai vu encore tout à l'heure sur un groupe où un mec disait j'aime pas les West Coast IPA, c'est pas une brasserie que j'aime particulièrement, par contre, il y a un petit chat sur la canette, je l'ai acheté. Et ça, je pense que chez les beer geeks, ça marchera toujours. Ouais. Après, sur un grand public, trop d'illustrations, comme trop de naming, trop d'éphémères, tu vas perdre les gens, tu vas peut-être pas forcément réussir à accrocher les gens et en tout cas à les faire s'accrocher à ta marque. Donc oui, je pense que là, et on le voit sur pas mal de marques d'ailleurs, la tendance, elle est peut-être plus à des visuels plus simples, plus graphiques, plus modernes, mais sans aller dans l'illustration. Ouais, il faut quand même arriver à trouver, une petite iconographie, une petite empreinte qui Ouais, qui qui complètement. démarque ta brasserie et je trouve que les marques américaines le font très bien. Il y a toujours ces Ouais, grosses typos américaines et des aplats de couleurs, mais bien mais sûr. Et c'est bah, léché. ça me fait beaucoup rire parce que je te rejoins dans la réflexion et moi, à côté de ça, j'ai mon, on va dire mon expérience et mon passif de beer geek qui me fait toujours me dire, putain, elles sont vraiment dégueulasses les canettes américaines. Ouais. Mais parce que moi, j'ai une soif d'illustration, de nouveautés et compagnie, et je comprends que ça peut être aussi une sorte de valeur repère pour les gens de se dire, ouais, ça, je reconnais, je sais ce que c'est joli, ça me plaît. Et moi, en tant que beer geek, à chaque fois, j'ai toujours beaucoup de mal avec les grosses microbrasseries américaines qui ont des visuels, je trouve, toujours très un peu plan-plan, quoi. De quoi? Les Mais Athletic Brewing, par exemple, ou les trucs comme ça?
Ouais, non, mais même pas. Mais tu vois, alors par exemple, pour donner des images de ce qu'on trouve en France, les trucs à la Ska Brewing et compagnie, je trouve. Alors, bon, eux, ils ont un thème en plus qui est, tu sais, le damier noir et blanc et tout, je trouve ignoble. Mais non, après, si tu vas chercher sur les gros faiseurs, t'as les New Belgium, les trucs comme ça, je sais pas, tu sais, cette typo un Hmm. peu maillot de baseball années 50 et compagnie que tu vois partout aux US, que moi je peux plus voir. Mais ouais, non, après, t'as des exemples, même en France ou en Europe, avec des domaines plus craft qui me plaisent bien, notamment la brasserie au Pays Basque espagnol, la brasserie Grosse, Ouais. qui a vraiment que des formats de canette 44, où t'as le nom de la brasserie, donc Grosse, qui est en gros en vertical sur le milieu de la canette, et après, le reste, c'est c'est même pas de l'illustration, c'est juste du graphique. Alors, tu vas avoir des rayures de telle couleur pour telle bière, d'une autre couleur pour Ah, une mais autre, oui, tu l'as avec partagé une sur ton vibe. feed il y a pas longtemps. Ouais, j'en ai Ouais, partagé une il y c'est a pas plutôt longtemps, en joli, effet. ouais. Ouais. Et en effet, tu sais à qui tu t'adresses, que tu as un énorme gros en vertical en plein milieu de la Hmm. canette, c'est le premier truc que tu vois. Et après, c'est juste les couleurs autour et on va dire la mise en forme de ces couleurs qui te font te dire, ok, ça c'est une bière, ça c'en est une autre, ça c'est la Pale Ale, ça c'est la East Coast, voilà. Et moi, je pense que ça peut Et être à double tranchant les designs qui sont basés sur des illustrations, parce que tu vois, par exemple, Basqueland Brewery, j'adore, c'est ouais, magnifique ce qu'ils font et leurs visuels sont très beaux, ça donne envie d'acheter. Et mais du coup, j'ai l'impression qu'ils sont avec le même illustrateur à chaque fois. Et du coup, ça veut dire ouais, ça que c'est vrai. euh, Mais un peu comme t'as un Piggy qui a toujours c'est ça, ouais. la même patte Et du coup, graphique ça veut aussi. dire que si cette personne-là, ne fait plus partie de la boîte ou part ou enfin, tout ton Ouais, style c'est dangereux. de toute ta bière, de toute ta brasserie, dépend, uniquement de l'artiste, Ouais. en fait. Mais après, pour prendre l'exemple de Basqueland, ça, c'est le cas de l'illustration sur toutes leurs bières éphémères et ils en font énormément. Et à côté de ça, ils ont une gamme permanente assez restreinte. Mais cette gamme permanente restreinte, on n'est pas sur de l'illustration. Alors, on a une patte graphique qu'on reconnaît, mais tu vois, tu as la AOPA, la Imparable, ce genre de choses, où c'est vraiment le nom de la bière en typo un peu. Ouais, je sais même pas, je m'y connais pas assez en typo, mais tu as une typo très reconnaissable qui est en plein milieu de la canette en Je sais même pas si diagonale. je les ai vus Et voilà. leur core range. Ouais, Je vois la ouais, bleue, ouais. je sais pas si c'est une core range, elle est quand même illustrative la Easy IPA bleue, Ah, la Hustle quelque chose, elle est non. super bonne, mais Alors ça me parle pas. En core range, j'en ai une seule qui a un côté un peu graphique, moi que j'ai en tête, c'est leur Santa Rosa ou Santa Clara, je sais plus, mmh, qui est leur lager avec un phare et voilà. Mais sinon, toutes les autres que j'ai en tête, pour moi, en core range, c'est le nom de la bière en gros avec une typo, un fond en aplat de couleurs et au moins tu sais, bah, tu distingues très facilement ce qui est une core range et ce qui est une éphémère pour moi, chez ouais. eux. Ouais, mais en tout cas, voilà, j'avoue que design, fou, ou sobriété, à voir et après il y a aussi, Mm. u une monotonie, je trouve et une similitude face aux réseaux sociaux. On est Oui, tous, à liker les mêmes choses, à voir les mêmes choses dans notre feed, les en algorithmes, effet. des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Insta, ils te balancent toujours le même contenu donc en fait, ça plus Netflix, on en vient à une uniformisation ultime de tout le monde. Donc Mm. on se demande où est la créativité. Les clients, mes clients ou des potentiels clients se mettent à te demander des choses qu'ils ont déjà vues. Donc du coup, tu te mets à copier ce qui a déjà été fait. Enfin, Mm. il y a un peu une lassitude de tout ça. Moi, des fois, j'ai envie Bien sûr, ouais. de, de me barrer de tous les réseaux sociaux. Ça ferait du Mais bien, mais ce que tu dis, moi, je le vois aussi on va dire, sous mon prisme plus ouais. influenceur. Et en effet, tu te dis que il y a des contenus qui marchent et si tu essaies de faire un contenu un peu différent, tu te plantes à Mm. chaque fois. Alors moi, si je fais une photo de ma bière et que je fais un descriptif, bah, je sais que je vais faire X like, voilà, et que ça marchera et que je vais continuer à fonctionner là-dessus. Par contre, j'ai un pote qui Discoberry sur Instagram qui lui fait toujours des posts ultra créatifs, très travaillés. Il va se casser la tête pour faire une mise en scène et son compte décolle quasiment pas, quoi. Donc tu te dis bon bah c'est quand même, moi je trouve ça hallucinant parce que moi sur Instagram je me foule pas, quoi. Je fais une photo de ma bière, alors certes je me foule sur le descriptif, mais sur Instagram les gens sont pas là pour Mm. ça. Et à côté, mon pote qui fait des gros trucs très créatifs, lui, il décolle pas. Et je te disais que j'avais fait un compte TikTok. En effet, TikTok, je le vois encore plus, mais c'est exponentiel et décuplé sur ce réseau social. Si je fais une vidéo, comme je t'ai dit, où je fais le top 5 des raisons de pourquoi il faut boire une bière en canette et préférer la canette, ou alors je me suis amusé à faire des tier lists où je classe les bières que tu trouves en supermarché, où du coup je dézingue des bières belges de gros volume et forcément, c'est des contenus qui sont très épidermiques et qui vont faire appeler à la réaction. Ouais. Et là, j'ai un compte qui vient de naître, je fais des vidéos où je fais 100 000 vues. Et à côté, je vais faire un contenu beaucoup plus pédagogique en expliquant qu'est-ce que c'est qu'une session IPA ou je ne sais quoi.
je vais faire 800 vues. En effet, il y a dans les algorithmes un contenu qui marche et les gens se font alimenter de ce contenu. Et si tu en sors, même les algorithmes ne te poussent plus. Donc, Ouais. C'est toute la je, traîne des je, threads, tu sais, des fils. C'est genre, t'as plus de likes ouais, d'un commentaire Twitter que du tweet lui-même. Enfin, et oui, les consommateurs, c'est les utilisateurs qui vont créer le contenu, l'engouement. Enfin, bon, c'est simple au final, que ce soit LinkedIn ou Insta, tu postes un truc, il va d'abord regarder 1% de ton audience, ce qui se oui, passe. bien sûr. Si ça plaît à 1% de ton audience, il la balance à un peu plus. Mais ouais, ça veut plus rien dire d'avoir autant de followers. Ils regardent plus ça. Ouais, bien sûr. Mais bon, en tout cas, ça, j'avoue qu'on en vient à quasiment le dernier point, c'est en termes d'outils digitaux pour les Mhm. brasseries et les brasseurs en 2023, 2025, 2030. Euh, T'as quelque chose, toi, qui se démarque, tu penses, qui peut être fédérateur, qui peut aider à créer de l'engouement? Alors pour moi, on reste sur, sur un peu le même schéma, hein, c'est pas compliqué. Il y a des trucs installés qui marchent très bien, Instagram et ainsi de suite. Après, euh, je pense que on parlait tu vois, de réseaux sociaux comme TikTok, je pense que clairement ça peut exploser, mais c'est à double tranchant parce que c'est un réseau social qui est aussi très très strict au niveau de ses CGU sur la promotion de l'alcool et la compagnie. Donc tu peux très bien fonctionner et du jour au lendemain te faire sucrer ton Mm. compte. Donc axer toute sa communication là-dessus, ça me paraît un peu compliqué. Après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est réussir à créer un aspect communautaire à sa brasserie. Certaines brasseries l'ont fait et le font très bien et ça marche vraiment du tonnerre. En France, ça se voit très peu. Moi, j'ai l'exemple de Morsletel aux Pays-Bas, qui a une communauté dans toute l'Europe avec vraiment une communauté de fans, mais vraiment Ouais. hardcore. Ils ont des systèmes d'abonnement, de box avec des bières exclusives et compagnie. Ils en vendent mais des milliers et des milliers. Je sais pas comment ils arrivent à faire ces chiffres-là. C'est une brasserie qui, sur Untappd, a plus d'un million de check-in alors qu'elle a 7 ans, je crois, et que c'est vraiment craft, hein, ça reste des petits volumes. Donc je pense que oui, réussir à créer une communauté, interagir avec sa clientèle et avec ses fans. Et ouais, tu parlais de Brickhouse, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent réussir à faire eux aussi en France à leur échelle. Et pour moi, ça va passer par des outils, alors certes de réseaux sociaux traditionnels, impliquer tes fans avec des votes, des sondages, ce genre de choses. Et après, pourquoi pas, et je suis pas sûr que ça se fasse beaucoup, mais aller chercher plus loin. En off, toi, tu me parlais d'outils comme Discord ou ce genre de choses. Ça peut être des pistes à creuser. Je suis pas sûr que ça se fasse beaucoup, mais oui. Ouais. Moi, je pense que orienter vraiment sur cet axe communautaire, ça peut avoir un gros Moi, intérêt. je trouve ça super bien. Discord, c'est ce que je mets en place avec mes clients pour fédérer la team et aussi avoir une nouvelle manière d'échanger en canaux plutôt qu'avoir des réponses de mail et c'est des chaînes de mail. Tu vois, ma réponse en Mhm. rouge, ma réponse en bleu, ma réponse machin, et tu sais plus de quoi tu as parlé. Donc, ça permet non seulement de faire des canaux, mais ça permet aussi de créer des salons que tu peux privatiser en fonction, si tu veux faire du one-to-one avec juste une Oui, bien sûr. personne. Mais effectivement, tu peux avoir au sein de ce même Discord tous tes fans. Et en fait, tu Oui, privatises ça. tout le reste. Alors bon, peut-être que si tu deviens assez gros et qu'il peut y avoir des enjeux et des petits filous qui arrivent à hacker des choses, il vaut peut-être mieux créer deux comptes séparés si tu as vraiment beaucoup de fans. Mais en tout cas, ouais, utiliser Discord pour fédérer une audience, ça peut être cool. Et tout ce qui est Web3, quoi, ça fait directement le penchant sur le côté du web 3, le fait de fédérer ton audience et d'utiliser des outils comme Discord qui peuvent Et ouais. fédérer, quoi. Bah, là, je te rejoins sur Discord en tant qu'outil interne, ça peut être très pratique, quoi, à même titre qu'un Slack ou quoi Mm. que ce soit, même si je trouve que Discord est plus large dans ce qu'il offre. Après, oui, pour moi, Discord, c'est plus l'outil communautaire. Et alors, dans ce cas-là, oui, en fait, en effet, faut pas mélanger les deux parce que tu prends des risques pour pas grand-chose. Mais je fais l'analogie avec les créateurs de contenu, qu'ils soient youtubeurs ou ça se fait aussi beaucoup sur le milieu du Ou streaming, Twitch. ouais, sur Twitch, exactement, d'avoir un compte Discord lié à un créateur où toutes les communautés, les fans peuvent se regrouper. Ça marche du feu de Dieu. Et en fait, tu vois que les gens interagissent autour d'un centre d'intérêt commun et même toi quand tu es créateur de contenu, que tu n'es plus en ligne, tu n'es plus sur Twitch ou quoi que ce soit, ta communauté continue à bouillonner, à créer des relations et au final à faire vivre ta marque même si toi tu ne fais plus Mm. grand chose. Alors après il faut pas que ça t'échappe non plus, mais
c'est un bon moyen de te créer une fanbase un peu hardcore qui va peut-être jouer le rôle d'émissaire pour ta marque. Ouais, carrément, mais après, il y a toutes les questions de NFT, de DAO, de trucs décentralisés. Ouais. Là, il y a des exemples qui ont très bien marché enfin, qui sont en train de très bien marcher en Allemagne où une brasserie a lancé des NFT, pour recevoir, entre 150 et 200 bières, par an à vie, pour ceux Mmh. qui ont acheté le NFT. Bon, il y a des conditions, hein, quand tu regardes dans les petites lignes, il y a des trucs où il faut faire quand même attention. Mais au final, où ils Bien sûr. ont réussi à générer peut-être, à lever des millions en 3 jours, alors que toi, tu essaies de faire un crowdfunding sur Ulule et que tu as 5 Mmh. 000 balles à la fin du mois, tu vois? Donc il y a peut-être bientôt des nouvelles manières de procéder Bien sûr. qui fédèrent les Mais gens. tu vois, le NFT, ça reste un domaine que je maîtrise assez peu, donc c'est vrai que j'essaie de pas trop, Bah, pareil, me hein, de toute positionner dessus, façon, je sais pas ce que je veux dire. Mais je pense que le NFT dans tu vois, un peu dans l'image globale qu'on en a, les images de singes et compagnie qui se vendent, et sur lesquelles il y a des spéculations, je sais pas, c'est quelque chose qu'on arriverait à voir arriver dans le domaine de la brasserie, même si au final, tu aurais certainement, je reprends le cas de Morsletel, des mecs qui seraient, prêts à dépenser de l'argent pour peut-être être le propriétaire du NFT de telle étiquette ou je ne sais quoi. Après, ça va peut-être un peu aussi à l'encontre des engagements écologiques que beaucoup de brasseries essayent de prendre. Et outre cet aspect écologique et financier du NFT, moi, je verrais bien un intérêt d'une brasserie, notamment, tu vois, je pense à des brasseries comme Ammonite ou des trucs comme ça qui font des super petits batchs, des brassins limités avec des bouteilles mmh. numérotées. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, ta bouteille, elle est liée à un NFT pour avoir une signature numérique, de dire, comme tu vois, les gens qui ont une telle importance à aller dire sur Untappd, j'ai bu cette bière, regardez mon check-in. Là, tu aurais à côté plutôt le NFT de dire, voilà, j'ai été propriétaire de cette bouteille numéro 45 sur 200, je suis unique propriétaire du NFT qui prouve que j'ai été acquéreur de cette bouteille et tu vois, créer Comme ce qu'ils font dans les vins des et contenus l'esprit, autour de quoi. Au ça. final, c'est la Ouais, rareté, le tracking aussi potentiellement, mais c'est ni plus ni moins qu'une carte de fidélité, en fait. Une fidélisation extrême ouais. et rare et premium et ultra premium même, mais en tout cas, ouais, c'est plus que juste acheter un JPEG, c'est acheter, c'est C'est la ça. nouvelle, carte de fidélité, ouais, Mmh. effectivement, il y a beaucoup de choses à dire à ça, mais on est encore dans les prémices et ouais, ça va continuer de progresser à fond. Mais bon, bah, en tout cas, bon tour d'horizon. Je rajouterais juste, bien maîtriser les newsletters, pour tout ce qui est outils. C'est très important, ConvertKit, Mailchimp, Sendinblue, je ne sais Mmh pas mh. ce que vous utilisez, mais essayez de raconter du storytelling dans vos newsletters et pas juste dire, bah, j'ai un nouveau produit, et basta, ou les gens veulent des histoires. Donc, il y en a qui font Bien ça sûr. très bien. Genre, je pense notamment à Tank Garage Winery, euh, qui sont, bah, un vignoble américain. Ouais. Et ils sont très très forts en newsletter et en storytelling. Ils mettent beaucoup de gifs animés. Et en gros, OK. tu scrolles, tu as l'impression d'être sur une page web bien faite et un peu animée, mais dans ton mail. Mmh mh. Et à chaque fois, ça fait mouche. Donc, bien faire Ouais, bien sûr. attention à ces newsletters. Et puis voilà, bon, on arrive à la fin de ce long podcast, plus long que d'habitude. Je fais un petit format sirotant le blond pour le coup. C'est ça, c'est mon effet ça, je Sirotant pense. la potion, on va l'appeler comme ça. Et pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler tes liens web et puis où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement? Ouais. Et bah, moi, le plus facilement, ça reste, Instagram. Je pense que c'est là que je suis le plus joignable et le plus actif avec, le compte Siroton le houblon. Après, on me retrouve sur plein de réseaux sociaux différents, sur, Twitter, avec, Alex_SLH pour Siroton le houblon. J'ai une page Facebook également, même si c'est plus un relais de ma page Instagram. Et évidemment, après, il y a mon podcast. Alors, c'est pas un moyen d'interaction avec moi, mais si jamais, vous voulez me découvrir, je pense que c'est là-dessus que j'axe le plus mon contenu maintenant. Et donc podcast qui est disponible sur, toutes les plateformes majeures, que ça soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Yes. et j'en passe. Abonnez-vous, laissez des étoiles sur Spotify, on peut, et sur Ouais, Apple Podcast, étoiles plus commentaires. Le blabla habituel qui fait remonter tout dans les réseaux sociaux. J'ai même plus envie de exactement. le dire tellement tout le monde le dit. Je me dis en fait, likez pas,
Lâchez rien en commentaire, on s'en fout. On fait ça pour le fun. J'espère en tout cas que tous ceux qui nous ont écoutés, que ça leur a plu. C'était assez passionnant. Il y avait plein de choses. Encore une fois, dans les tendances, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, écoute, je te dis à la prochaine. Hein. À très vite. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose bientôt. Allez, à plus. Allez. Ciao. Salut. Je m'appelle Alexandre des Sirops Noublon et vous écoutez Super Potion. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao.